Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une manœuvre initiée par Otto von Bismarck le 19 juillet 1870 envers la France de Napoléon III pour qu'il déclare officiellement la guerre à la Confédération d'Allemagne du Nord, emmenée par le roi Guillaume Ier de Prusse. La défaite française est rapide et entraîne la chute du Second Empire en 1870, la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1871. Après la défaite, les Français, de toute obédience politique, affirmeront que le pays a été contraint à cette guerre par les manœuvres diplomatiques de Bismarck, qui aurait tendu un piège à la diplomatie française par la fameuse dépêche d'Ems, datée du 13 juillet 1870, ne laissant d'autre choix au gouvernement de Napoléon III que la déclaration de guerre. Mais que contenait la fameuse dépêche et quel fut le but de Bismarck? Partons ensemble le découvrir. Disposant d'une armée moderne aussi qu'expérimentée, la Prusse du roi Guillaume Ier tend de plus en plus à s'affirmer comme une puissance hégémonique en Europe à l'aube de l'année 1870. 2 ans après sa victoire lors de la guerre des Duchés en 1864, elle remporte la guerre contre l'Autriche en 1866 lors de la défaite à Sadowa et obtient avec le traité de Prague signé le 23 août 1866 la dissolution de la Confédération germanique au profit d'une nouvelle confédération d'Allemagne du Nord, dont Guillaume Ier, roi de Prusse, est le président permanent, et son ministre-président Bismarck le chancelier. L'empire multiethnique des Habsbourg, l'Autriche, perd son statut de puissance dominante en Allemagne, de même qu'elle est contrainte de créer l'empire austro-hongrois et de concentrer ses intérêts à l'Est. Le champ de l'unification allemande est donc libre pour le royaume de Prusse, d'autant plus que les seuls États du Sud qui présentent encore d'importantes réticences à l'unification dépendent totalement du Nord, niveau économique que militaire. Dans le même temps, l'Empire français connaît un renouveau constitutionnel et institutionnel. L'opposition républicaine gagne du crédit et n'obtient qu'une faible défaite face aux bonapartistes lors de l'élection législative de mai 1869. Napoléon III, qui a perdu pour la première fois l'appui de l'électorat ouvrier, décide par le Senatus Consulte du 8 septembre 1869 de transformer le corps législatif et le Sénat. Le premier reçoit l'initiative des lois ainsi que le droit d'interpellation sans restriction, tandis que le second devient une réelle chambre législative. Ce Senatus Consulte introduit également la responsabilité du gouvernement devant l'empereur. À ces difficultés politiques s'ajoutent les préoccupations militaires. Difficilement vainqueur en Italie en 1859, pays nouvellement allié à la Prusse, humilié par le fiasco mexicain en 1867, préoccupé par la montée en puissance prussienne, l'empereur cherche à réformer son armée qui, en dépit d'une réputation flatteuse et d'invincibilité, n'est en réalité que l'ombre d'elle-même. L'affaire a commencé en septembre 1868 quand la reine d'Espagne, Isabelle II, âgée de 38 ans, a renoncé au trône pour demeurer auprès de son dernier amant. Le chancelier prussien Otto von Bismarck songe à mettre à sa place le prince Léopold de Hohenzollern. Le ministre de la guerre, le maréchal Leboeuf, assure que l'armée française, admirable, disciplinée, exercée, vaillante, est prête à toutes les éventualités. La perspective de la guerre s'insinue dans les esprits. Bien que confronté à de sérieux problèmes financiers, l'Empire semble être la dernière puissance en mesure de stopper la progression prussienne. Les tensions déjà considérables entre la Prusse et la France sont exacerbées lorsque Napoléon III apprend la candidature de Léopold von Hohenzollern, lointain cousin du roi Guillaume Ier au trône d'Espagne. En effet, le gouvernement espagnol lui propose la couronne après l'abdication de la reine Isabelle II en 1868. Pressé d'accepter par le chancelier prussien, le prince Léopold se retrouve placé sous la pression de Napoléon III, qui ne peut concevoir d'être encerclé par 2 Hohenzollern et de Guillaume Ier, qui ne voulait pas envenimer davantage les relations avec la France pour le moment. Le spectre de l'empire de Charles Quint semble planer sur l'Europe. Malgré la renonciation publique du prince Léopold, ni Bismarck ni Napoléon III ne veulent en rester là.
Le chancelier allemand cherche à pousser la France à la guerre, sûr de ses forces, convaincu qu'il pourrait enfin unifier toute l'Allemagne, tandis que l'empereur craint qu'en dépit de l'abandon officiel, les Hohenzollern ne soient malgré tout décidés à s'emparer de la couronne délaissée espagnole. Le 2 juillet 1870, Bismarck fait une déclaration publique dans laquelle il annonce à nouveau la candidature du prince Léopold. Cette nouvelle suscite un véritable tollé en France et toute la presse s'embrase. Le gouvernement ne peut rester longtemps sans réponse. Le ministre des Affaires étrangères réplique à travers un discours belliciste que la presse française soutient quasi unanimement. Le 9 juillet, sur ordre de l'ambassadeur de l'Empire français en Prusse, il est envoyé à Ems où se trouve le roi Guillaume Ier. Au terme de l'audience, le roi de Prusse accepte de retirer officiellement la candidature de son cousin. Néanmoins, se méfiant d'un énième calcul politique des Prussiens, Gramont prit le comte Benedetti d'exiger formellement un engagement écrit du souverain prussien, lequel refuse catégoriquement une telle demande. Léopold de Hohenzollern a par ailleurs des liens avec la péninsule ibérique, car il est doublement apparenté au roi de Portugal, Louis Ier. La famille Hohenzollern est alors coutumière des candidatures au trône européen. Le cadet Karl est déjà devenu roi de Roumanie. En Espagne, le coup d'état militaire de septembre 1868 qui chasse la reine Isabelle II et son fils Afonso de Bourbon porte au pouvoir une junte dirigée par les généraux Serrano et Prim, qui se mettent en quête d'un nouveau souverain. Ils offrent ainsi à Bismarck une occasion pour provoquer la France et tenter ainsi de débloquer la situation dans laquelle s'enlise la question allemande. En effet, le processus de rapprochement entre l'Allemagne du Nord et les États du Sud est au point mort. Le ministre prussien envisage donc un stratagème qui puisse contourner les préventions des dirigeants d'Allemagne du Sud en s'appuyant sur le sentiment national populaire. La défense contre un ennemi commun, la France, qui attaquerait injustement tout ou partie de la nation allemande, paraît un moyen sûr d'arriver à l'union. Et pour cela, il faut inciter Napoléon III à déclarer la guerre en créant la configuration européenne adéquate. Grâce à l'Espagne, Otto von Bismarck missionne donc plusieurs émissaires en Espagne pour faire avancer la candidature à Hohenzollern jusqu'à convaincre en février 1870 le général Prim de se rallier définitivement à la combinaison d'un prince prussien. Mais la candidature à Hohenzollern n'aboutit toujours pas car le roi Guillaume Ier refuse son approbation, une condition jugée essentielle pour la famille à Hohenzollern. C'est le premier coup d'arrêt. Bismarck n'abandonne pas. Il passe outre la décision du roi, renvoie des émissaires à Madrid en avril, dissimulant même aux autorités espagnoles la réponse négative du roi de Prusse. Il entend ainsi gagner le temps nécessaire pour obtenir que la question soit réexaminée. Il tient en vérité un double langage. D'un côté, il entend arracher son approbation au roi en lui assurant que tous sont d'accord. De l'autre, il recherche l'assentiment de ces derniers en leur affirmant que le souverain est en réalité d'accord, mais qu'il ne peut pas le dire ouvertement. C'est donc une double manœuvre de Bismarck à laquelle s'ajoute un véritable mensonge, puisque le roi s'oppose en tout état de cause à la candidature. Pour agir dans l'ombre, prétextant son état de santé, le ministre quitte Berlin et se retire à plusieurs reprises dans sa propriété de campagne. L'histoire prend une tournure dramatique. Au soir de l'entrevue, Guillaume Ier écrit un télégramme à Bismarck pour lui rapporter les nouvelles exigences des Français, flairant l'opportunité d'exciter le taureau gaulois et de le pousser à commettre une erreur lourde de conséquences. Bismarck prend le loisir de reformuler la dépêche de manière provocante et outrageuse, et de la publier sous le nom de dépêche d'Ems dans les journaux allemands. Certains journaux français titrant le recul de la Prusse devant les pressions françaises, le ministre-président rédige une seconde version condensée de la dépêche qu'il transmet à tous les ambassadeurs. De cette manière, toutes les parties concernant la renonciation à la couronne sont volontairement omises.
Dernier coup de maître de Bismarck, l'utilisation subtile d'un faux ami. La dépêche précisant que le roi, en dépit de l'insistance de l'ambassadeur, refuse de recevoir l'ambassadeur et qu'il demande un adjudant. Bismarck utilise en effet le mot spécifique adjudant qui correspond à un officier d'état-major en allemand et qui a été traduit par le terme d'aide de camp de service, grade de sous-officier en France. L'orgueil français est dès lors piqué au vif, ce qui génère de nombreuses publications et manifestations nationalistes, non seulement en France, mais également en Prusse, où la population ne manque pas de répondre à des Français toujours plus belliqueux. La situation se détériore rapidement, les réservistes sont rappelés, tandis que les ambassades de Prusse est prise à partie par des manifestants. Pourtant, le Conseil des ministres décide de ne pas aller plus loin, et ce même si le roi Guillaume Ier ne souhaite pas s'engager pour l'avenir du trône d'Espagne. Cette initiative n'est pas diffusée dans la presse, et les foules des deux pays continuent leur marche vers la guerre, une marche qui semble désormais inéluctable. Ce texte n'est pas à proprement parler une falsification des événements, mais une version condensée du récit que Guillaume Ier a fait à Bismarck des exigences de l'ambassadeur Benedetti. Le ton adopté par Bismarck n'est certes pas très diplomatique, les passages les plus aimables ont été expurgés, mais il ne constitue pas en lui-même un motif suffisant pour justifier une déclaration de guerre. Cependant, replacé dans son contexte, ce texte est tendancieux et provocateur. En effet, en portant ce télégramme à la connaissance du public, Bismarck sait qu'il peut espérer une vive réaction du gouvernement français. Car au même moment, les tenants d'un empire autoritaire réunis autour de l'impératrice Eugénie saisissent le prétexte de la candidature à Hohenzollern pour régler leurs comptes avec les tenants de l'empire libéral conduit par Émile Ollivier, en se lançant dans une surenchère nationaliste face à la Prusse. Poussé par son entourage, l'empereur Napoléon III déclare lui-même à son gouvernement le 6 juillet 1870 être prêt à déclarer la guerre si la candidature à Hohenzollern n'est pas rejetée par Guillaume Ier. Une grande partie de la presse française rivalise pour exiger des garanties fermes du roi de Prusse. Dans ce contexte, le roi Guillaume Ier refuse de recevoir encore l'ambassadeur français, tel qu'il est présenté dans la version condensée de la dépêche d'Ems. Elle est ressentie comme un affront insupportable par le peuple français. Avec la publication de cette dépêche, Otto von Bismarck sait qu'il vient de frotter une allumette au-dessus d'un baril de poudre, car il s'adresse aussi à l'opinion allemande en lui montrant l'insistance du régime français, tout aussi intolérable pour le sentiment national de l'autre côté du Rhin. Le 14 juillet, la dépêche circule partout en Europe, et le lendemain, après un discours au corps législatif du ministre Gramont très hostile à la Prusse, les crédits de guerre sont votés en France. 4 jours plus tard, la déclaration de guerre est officielle. La France est tombée dans le piège. Elle déclare elle-même une guerre qu'elle n'a pas vraiment préparée et qu'elle aborde sans alliés et sans outils militaires fiables. Malgré l'opposition virulente de certains parlementaires, Adolphe Thiers en tête argumenta que les armées ne sont pas prêtes à entrer dans un conflit direct avec la Prusse et ses alliés. La mobilisation est signée le 14 juillet 1870 et le lendemain matin, les parlementaires votent majoritairement les crédits de guerre. Le 19 juillet, la guerre est déclarée. À cette nouvelle, les Parisiens se réunissent spontanément devant les Tuileries, et tandis que l'armée se tient sur le pied de guerre, étant prête, archi-prête. Selon le ministre de la guerre, Leboeuf, les Prussiens et leurs alliés, 2 fois plus nombreux que l'armée impériale, marchent sur la rive gauche du Rhin et s'apprêtent à faire des plaines de l'Est le tombeau de l'Empire français. Comme on l'a vu, le 13 juillet 1870, une dépêche habilement écrite par Otto von Bismarck soulève une tempête dans l'opinion française, comme dans l'opinion allemande. Des deux côtés du Rhin, on en appelle à la guerre contre le voisin. C'est le début d'un terrible enchaînement qui va changer la face de l'Europe, insouciante et prospère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.